Il est l'un des personnages les plus controversés de ces 40 dernières années. Pour les uns, Bernard Tapie restera à jamais comme le président qui a mené l'Olympique de Marseille au titre de champion d'Europe en 1993. Pour les autres, il demeurera l'un des protagonistes de l'affaire OMVA, ce match acheté qui l'enverra en prison. Charismatique, séduisant et populaire, excessif, impitoyable et sans limite, Bernard Tapie est un homme aux deux visages qui aura profondément marqué le sport français, dans le cyclisme d'abord, puis bien sûr dans le football. L'équipe Enquête retrace ce soir le destin hors du commun d'un homme d'affaires qui aura écrit sa propre légende sans jamais se préoccuper des conventions. Bernard Tapie l'affranchi, c'est une enquête de Fabien Toiti et moi-même sur un montage de Charlène Ravin et Guillaume L'Enfant. Un document suivi d'une interview exceptionnelle de Bernard Tapie qui nous a longuement reçus à la Maison de l'Amérique latine à Paris pour refaire le match. J'entreprends mes affaires avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Une grande gueule, tu peux pas t'imaginer. Mais un chieur, tu peux pas t'imaginer. Il avait une présence, une force qui attirait la médiatisation et il en a particulièrement bien usé. C'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi. Personne ne pouvait résister dans les années 80-90 à Bernard Tapie dans l'échange et dans le débat. Ou t'es un mouton ou t'es le vainqueur. Je pense que c'est beaucoup plus un vainqueur qu'un mouton. Et ça nous plaisait, c'était un patron, un vrai patron. C'est un personnage qui vous met dans une seringue et qui presse jusqu'au bout. Il n'y avait pas d'autre vie que le foot, quoi. Il n'y a pas d'autre vie que l'équipe. J'avais de l'admiration pour lui, j'étais fasciné par lui, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé. J'étais en tandem avec lui, et moi quand je suis sur un tandem, je pédale au même rythme que celui qui est devant moi. Bernard Tapie, condamné cet après-midi à 2 ans de prison, dont 1 ferme, dans le cadre de l'affaire Valenciennes-OM. Bernard Tapie a fait un bien énorme au football français et puis beaucoup de mal avec cette histoire. Il est le produit d'une époque. Le fric et toc, il aurait pu être quelqu'un de grand. Il laissera une image un peu mitigée quand même. Tapie, c'est des millions d'heures d'exposition à la télévision, dans les journaux, etc. Et c'est quoi son image? Qui c'est Tapie? Qui peut répondre à ça? C'était il y a près de 40 ans. Un autre siècle, une autre époque. Au début des années 80, Bernard Tapie est devenu un personnage incontournable en France. Un puissant et riche homme d'affaires à qui tout semble réussir. Un chef d'entreprise aux méthodes rudes, mais efficaces pour réanimer des sociétés en dépôt de bilan. Patron d'un groupe qui emploie près de 7000 personnes, il possède alors une fortune estimée à plus de 2 milliards de francs, l'équivalent de 760 millions d'euros aujourd'hui. Les arts graphiques, l'agroalimentaire, la cosmétologie, l'audiovisuel ou encore le textile, l'empire Bernard Tapie s'étend inexorablement. Originaire d'un milieu extrêmement modeste, l'enfant du Bourget en incarne la réussite et l'assume avec une franchise déconcertante, en rupture totale avec les codes de la société française. On a appelé ça les années fric, qui étaient en fait les années de Mitterrand d'ailleurs, bizarrement. Et la France, à cette époque-là, on ne parlait pas de start-up, mais elle aimait ses entrepreneurs. Et Bernard Tapie illustrait l'entrepreneur moderne français. Et donc il enthousiasmait les gens par sa positivité. Le début de notre émission avec un invité très célèbre, Bernard Tapie. Homme d'affaires, homme de médias, Bernard Tapie est un adepte de la mise en scène et du petit écran. Les apparitions de ce quadragénaire décomplexé, charmeur et charismatique suscitent une certaine fascination auprès du grand public. Soufflez, pensez aux petits oiseaux. Les émissions à grand succès de l'époque se l'arrachent. L'industriel est partout, tout le temps. Et n'hésite pas à jouer son propre rôle pour promouvoir ses entreprises, comme ici, dans une publicité pour les piles Wonder.
Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, je marche à l'avant d'air. La Tapimania déferle sur la France. C'est une star. Près d'un Français sur deux le voit ministre, près d'une femme sur deux partirait volontiers en vacances avec lui, et pourtant il n'est ni chanteur, ni comédien, ni homme politique, c'est un chef d'entreprise. Bernard Tapie, bonsoir. Bernard Tapie, c'était... D'abord, c'était un mec physiquement très au point, qui plaisait aux femmes, qui est très... un peu hâbleur, mais très empathique, très facile de contact, qui paraissait avoir tous les dons. Le don de la parole, évidemment, le don du business, des affaires. Rien ne lui semblait impossible. En un mot, il était très séduisant, quoi. Mais le milieu des affaires ne le contente pas. En quête d'émotions, de nouvelles conquêtes et de défis, l'industriel plonge dans l'univers du sport en 1984. Il investit 10 millions de francs et s'offre une équipe cycliste, sponsorisée par l'une de ses entreprises, La Vie Claire. Il comprend avant beaucoup d'autres la vitrine médiatique hors norme que peut lui offrir le sport, de surcroît le cyclisme, discipline populaire par excellence. Bernard Tapie se lance dans l'aventure en s'appuyant sur un immense champion français que l'on croit sur le déclin, Bernard Hinault. Je peux annoncer cette bonne nouvelle, c'est que quand même je vais rester en France et que la personne avec laquelle on s'est très bien entendu et je pense qu'on travaillera très bien, c'est M. Bernard Tapie, que je dois remercier ce soir au nom de personnel pour m'avoir pris confiance en moi. Il était connu pour être quelqu'un qui reprenait des entreprises en difficulté, puis ça tombait bien, puisque Hinault était une entreprise en difficulté. Il s'était fait opérer du genou après le Tour d'Espagne. La Régie Renault avait choisi Guimard plutôt que lui. Et puis, il y avait l'arrivée de Fignon qui compliquait un peu les choses. Bref, Hinault cherchait une nouvelle équipe. Il était, on va dire, sur le marché, voilà. Et donc arrive Bernard Tapie sur cette entremise qui, évidemment, saisit l'occasion, récupère Hinault et lance l'équipe La Vie Claire. C'est un combattant. Et on le voit encore, on l'a vu dans pas mal d'opérations, même encore aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un qui lutte et qui a envie de gagner. Je pense que c'est ce qui nous a, je crois, reliés. Bernard Tapie va aussitôt dynamiter les habitudes d'un milieu traditionnel, conservateur, où l'argent demeure un sujet tabou et le statut des coureurs précaire. Il arrive dans un monde un peu sclérosé où finalement les coureurs sont un peu sous-payés. C'est pas à la bourse, on va dire, le monde du cyclisme est un peu sous-coté, dévalué. Dans l'équipe Renault, par exemple, tous les coureurs gagnent le SMIC. Quel que soit le coureur, à part Hinault, bien sûr. Chez De Gribaldi, il gagne 20-30% moins que le SMIC. Il y a même des coureurs qui s'autofinancent. Je ne dis pas que c'est un monde à la Zola, mais on n'est pas très loin encore de tout ça. Et lui, il arrive, et puis il hausse les salaires. Enfin, il les met à leur niveau, à mon avis, quand même. Il apporte ça. Il paye les coureurs de façon beaucoup plus honnête. Voilà, donc sur le fond, il est assez apprécié déjà de ses propres coureurs. Voilà. Un an après Bernard Hinault, c'est la star américaine Greg LeMond qui rejoint l'écurie Tapie. Un contrat à $1 million sur 3 ans, une somme extravagante pour l'époque. Le recrutement du Californien fait basculer le cyclisme dans une nouvelle ère. Je l'ai rencontré pour la première fois à l'Alpe d'Huez pendant le Tour de France 1984. Il avait envoyé une femme habillée tout en cuir avec de longs cheveux noirs pour venir me chercher. Elle m'a dit « Êtes-vous Monsieur LeMond ?» J'ai dit « Oui. Bernard Tapie aimerait vous voir. Venez avec moi. » C'était comme un film de James Bond. Je suis allé à son hôtel avec elle en moto. Bernard Tapie et Bernard Hinault m'attendaient. Ils avaient entre les mains un nouveau modèle de pédale de la marque Look et les premiers mots de Tapie ont été «
comment voudriez-vous gagner plus d'argent que vous ne l'avez jamais cru possible? Même pour moi, c'était un petit peu choquant parce qu'il ne s'était pas présenté ou quoi que ce soit. Non, ses premiers mots ont été « Comment voudriez-vous gagner plus d'argent que vous ne l'avez jamais cru possible ?» Je me suis demandé à quoi il pensait. Ensuite, il m'a dit qu'il voulait m'embaucher pour que j'aide Hinault à gagner son 5e Tour de France avant de devenir moi-même le leader de l'équipe. Et la méthode Tapi, exubérante et passionnelle, fonctionne. L'homme d'affaires a relancé la carrière du blaireau, qui remporte en 1985 son 5e Tour de France. Quand on savait qu'il arrivait sur telle ou telle course, déjà tout le monde était boosté, hein, parce que lui était capable de faire des réflexions que pas forcément d'autres auraient fait. Je veux dire. Il était capable de dire à Hinault tu me fais chier, t'es un con, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais Hinault le comprenait très bien, quoi. Je veux dire, après c'est la façon de le dire. Mais Tapi était comme ça, c'est quelqu'un de direct. C'était quelqu'un qui venait en course, qui déjeunait avec nous, qui dînait avec nous. Alors que j'ai eu des patrons avant où je ne les ai jamais vus. Quand on regarde tous les autres PDG de grandes sociétés, on n'en voyait pas beaucoup. Moi, j'étais à la régie Renault, j'ai vu une seule fois le patron. Et j'ai fait 7 ans. Donc, j'étais un numéro dans une entreprise. Alors qu'avec Bernard Tapie, j'étais un homme dans une entreprise. Et ça, c'est autre chose. 21 juillet 1986. La 18e étape du Tour de France entre Briançon et la mythique ascension de l'Alpe d'Huez doit décider du futur vainqueur de la Grande Boucle. Dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, ici, les deux... Greg LeMond a récupéré le maillot jaune la veille aux dépens de Bernard Hinault. Il possède plus de 2 minutes d'avance sur le Suisse de l'équipe Carrera, Urs Zimmermann, et son coéquipier français. Une opération, encore une fois, lancée et voulue par un Bernard Hinault magistral. Ce jour-là, j'étais incroyablement fort. Je lâchais Hinault, alors il m'a dit « Laisse-moi rouler devant et suis-moi, vas-y, relax ». Ensuite, Tapi a dit « Ayons une victoire symbolique au sommet de l'Alpe. Hinault va gagner l'étape, tu vas prendre la 2e place. » Quelque part, c'est comme si tu honorais Hinault. C'est bon pour l'ego. Les deux hommes franchiront la ligne d'arrivée ensemble, presque main dans la main, alors que l'Américain avait, semble-t-il, la possibilité de lâcher son équipier dans la montée de l'Alpe d'Huez. Pour Tapi, l'image importe autant que le résultat. Et celle de ces deux champions triomphants, ensemble, ressemble au scénario idéal. Le maillot jaune est acquis, la 2e place est acquise, la victoire de l'étape, c'est tout ça, le boss qui est là aussi. C'est une manière de le remercier de ce qu'il nous donnait à nous. Tapi vous a-t-il forcé à donner l'étape? Oui. Mais que pouvais-je faire? C'était lui qui me payait. À quel point aurais-je été impopulaire si j'avais attaqué Hinault? Ça ne pouvait pas marcher. Mais bon, j'allais gagner le Tour, la course était finie, alors j'étais d'accord avec tout ça, c'était fini. C'est une étape qui, sur le fond, c'est une étape d'anti-légende, c'est-à-dire c'est une étape triste, c'est une étape décevante, parce que s'il a arrangé les choses comme ça, en leur conseillant d'arriver main dans la main, ça a été une parodie de réconciliation, parce que les deux coureurs ne s'entendaient plus. Et donc c'est une parodie, c'est la théâtralisation d'une certaine fraternité dans l'effort ou d'un corporatisme ou d'une sorte d'entente de classe entre deux champions qui incarnent... non, il nous a privés du vrai duel. Et donc si Tapi a fait ça, sur le fond, c'est comme si il voulait raconter l'histoire du Tour, enfin la placer sous sa dictée. C'est-à-dire donc ils arrivent ensemble, etc. Ces deux champions réconciliés, c'est la vie claire qui gagne. Il aurait dû dire au contraire, allez maintenant, celui qui doit gagner le Tour doit le montrer. Et là c'était panache, c'était l'ambition, c'était gagner. Je pense que LeMond est resté très mal de cette histoire, parce que LeMond pouvait lâcher Bernard Hinault dans l'Alpe d'Huez. Ça, c'est une certitude. À l'issue d'une épreuve marquée par de fortes tensions au sein de l'équipe, Greg LeMond devient le premier Américain à remporter le Tour de France.
principal, c'était de gagner le tour. Hein. On a gagné le tour, on a mis 5 coureurs dans les 12 premiers du général à Paris, et je crois qu'on a gagné cette étape. Donc, le roi, c'était qui? Tapie. Hein. Le temps a passé et Lehmann s'en amuse désormais. Mais il demeure persuadé que Bernard Tapie a toujours privilégié les intérêts de son coéquipier français et lui a beaucoup menti. Tapie était un businessman qui a fait du bien au cyclisme au début, mais c'était aussi un embobineur, une personne qui invente des histoires pour avoir l'air plus fort. Parfois ça marche. Il disait ce que vous vouliez entendre. C'est pour cela que je dis qu'il était un peu manipulateur. Comme un politicien. Il dit ce que tu veux entendre, mais il ne le pense pas. Mais je le savais. Après la première année, je savais avec qui je travaillais. Il vous aimait bien, à votre avis? Ah, je sais pas. J'en doute. Non, il disait juste... Petit américain. Jouer avec lui. C'est ce que je crois qu'il disait à Hinault. Petit américain, jouer avec lui. C'est ce que je pense, oui. L'année 1986 marque un tournant dans la carrière tumultueuse de Bernard Tapie. À l'issue d'un dîner parisien auquel ils participent tous les deux, Edmond de Charleroux, épouse de Gaston Defferre, le maire socialiste de la cité provençale, lance le défi à l'entrepreneur de reprendre les rênes de l'OM. Après des mois de tractation, Bernard Tapie rachète pour un franc symbolique le club marseillais, alors en difficulté financière et sportive. La signature officielle se fera hors du domicile privé dans un hôtel de l'avenue de Friedland, le Napoléon. L'aura de l'industriel parisien, ses moyens, le soutien de la mairie et la caution Michel Hidalgo, vainqueur de l'Euro 84 2 ans plus tôt avec l'équipe de France, lui offrent les pleins pouvoirs. Il a 43 ans, l'OM devient son nouvel instrument de conquête. De la même manière qu'il avait réussi dans le vélo, je crois qu'il s'était lancé le défi de réussir aussi dans le football. Et quand il est arrivé, il a vite compris les règles du jeu. La grande force de Tapie, c'est ça. C'est la compréhension immédiate et rapide des situations. De ce point de vue-là, il est sans doute sans équivalence. Il a mis le costume de président de l'Olympique de Marseille. C'était un costume pour lui, quoi. C'était un costume pour lui. Parce que des fois, vous voyez des gens qui se retrouvent président ou dans d'autres responsabilités dans la vie, quoi, et qui occupent des responsabilités, des fonctions, mais qui ne correspondent pas au poste. Et Bernard, rapidement, on s'est aperçu que c'était, voilà, il avait un costume qui lui allait à la perfection, quoi. C'était le président idéal pour l'Olympique de Marseille. Marseille, ville populaire, bouillonnante et impétueuse. En 1986, l'OM est à la recherche d'un second souffle, 2 ans après être remonté en première division. Un contexte idoine pour l'enfant de la banlieue parisienne. Comme dans le cyclisme, qu'il délaisse silencieusement, Bernard Tapie va immédiatement imposer ses méthodes et son charme. Et il a commencé en fanfare, c'est le cas de le dire, parce qu'il a commencé à mettre une musique monstre, à mettre des spectacles avant les matchs, enfin à enjoliver, à faire un berceau au match. Il était le premier à le faire. Alors ça a tout de suite intéressé. Et puis les Marseillais qui s'y prêtent bien ont participé, sont devenus tout de suite amoureux de Bernard Tapie et de leur équipe. Tapie il a donné la possibilité au virage sud de s'exprimer. Parce qu'à l'époque, le virage sud était mort. Moi qui étais dans le virage nord, je peux t'en parler, j'étais face à une tribune vide. Quand les ultras ils sont allés en face, que Tapie leur a donné l'accès à la tribune sud, il a compris qu'il pouvait créer quelque chose. Parce que Tapie, quand même, il était connu dans plusieurs sports et il a amené beaucoup de choses, des choses nouvelles dans le foot et dans les stades surtout. Et le côté spectacle, c'est lui qui l'a amené en France. L'Olympique de Marseille, à mes yeux, comme je pense aux yeux de Tapie, c'est un facteur d'intégration des populations. Il n'y a pas d'autre lieu à Marseille où se rassemblent tous les gens issus de
dans leurs origines, quelquefois extérieurs à Marseille ou extérieurs à notre pays, mais qui sont désormais des Marseillais. Tout ce monde se rassemble. Vous avez des gens très populaires et vous avez des gens de la bourgeoisie qui vont arriver au stade avec des motos impressionnantes, mais ils mettront quand même un cadenas pour qu'on ne leur fauche pas la moto. Le patron de l'OM profite de son implantation à Marseille pour effectuer ses premiers pas en politique. Le président de la République de l'époque, François Mitterrand, cherche de nouvelles personnalités issues de la société civile. C'est un excellent orateur, il a une force de conviction très forte, et donc par conséquent, le pouvoir de l'époque voulait en faire un atout dans le jeu de M. Mitterrand. Sa femme et moi lui avons dit en même temps la même chose. C'est pas ton métier et ils vont te tuer. Mais il n'était pas subjugué par grand monde, mais il était alors Mitterrand, c'était extraordinaire. Ça, Mitterrand l'appelait, il brossait ses chaussures, il se mettait au garde à vous, Monsieur le Président. Il avait envie d'avoir ce rôle social, enfin ce rôle politique, et on lui a bien dit, c'est pas ton domaine, t'es pas à des clubs politiques, ils vont te tuer. Démissionnez de votre mandat à Marseille et nous faisons devant le peuple marseillais une vraie campagne électorale. En donnant. Mais l'arène politique n'effraie pas cet orateur hors pair. Son ambition est plus forte que tout. Sa stature d'homme d'État, il va la façonner en affrontant Jean-Marie Le Pen, craint par l'ensemble de la classe politique de l'époque, mais pas par Bernard Tapie, qui accepte l'affrontement. Parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. Je peux pas être vous poli êtes avec sorti des bas-fonds, on le sait, oui, soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Tapie, dans le rapport qu'il impose à son interlocuteur, notamment les hommes, il n'y a pas d'équivalent. De tous les gens que j'ai rencontrés, il y a quelque chose chez lui, effectivement, d'animal. C'est un mâle dominant, c'est un mâle alpha, comme on dit parfois. Bon, voilà, ça c'est clair. Ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie, il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. C'est rigolo. Enfin, regardez-vous. Alors, non seulement il est plus fort, mais en plus, il rend les autres moins forts. C'est-à-dire que tu perds un peu tes moyens quand tu es avec Bernard Tapie. Et il impose, là encore, un tel rapport physique que celui à qui il s'adresse est vraiment en difficulté et dans les cordes. On ne l'abordait pas avec, comment dire, de manière sereine. C'est sûr que Tapie, il avait pour lui quelque chose qui effrayait un peu. Il le savait aussi. Tapie, il venait du cru, il n'est pas des bourgeois. On le ressentait même dans ses manières de faire, dans ses manières de s'exprimer. Et ça nous plaisait, c'était un patron, un vrai patron. Touche à tout et insatiable, Bernard Tapie se lance dans le même temps le défi de battre un vieux record du début du siècle. Celui de la traversée de l'Atlantique Nord en monocoque. Là, il y a pas mal de vent, une mer qui n'est pas trop formée. À bord du Phocéa, un 4-mâts somptueux construit par Alain Colas, racheté 6 ans plus tôt, rénové, puis rebaptisé par l'homme d'affaires. Le Phocéa est un géant des mers, un bijou qui marie haute technologie et grand luxe, tout à la démesure de son propriétaire. Et quand on s'appelle Bernard Tapie, la navigation se conçoit bien sûr en termes de performance et de records. Pendant cette traversée, on a pu atteindre des vitesses impressionnantes. On a dépassé 30 nœuds sous voile, ce qui est quand même rapide pour une bête de 400 tonnes. Il n'avait pas de rôle dans le fonctionnement du bateau. Il avait un rôle, galvanisateur, parce qu'il voulait que ça marche. Et puis ensuite, il jouait son rôle aussi d'intermédiaire pour assurer la communication autour de cet événement. Des images de la traversée de New York jusqu'au Cap Lizard au sud de l'Angleterre sont retransmises quotidiennement sur les antennes de TF1. Le 5 juillet 1988,
Bernard Tapie et ses 15 membres d'équipage battent le record de Charlie Barr en 8 jours, 3 heures et 29 minutes. Il est fort pour en faire un événement, puisque l'enjeu c'était de battre un record qui avait quasiment 100 ans. Et à l'époque, il avait été fait avec des moyens complètement différents. Donc le battre, c'était pas un challenge sportif, encore une fois. Mais c'était quand même une idée sympathique de ressusciter un vieux record et puis d'en faire un petit événement dans le monde sportif, de la voile et des médias. « 1989. L'homme d'affaires remporte les élections législatives partielles dans la 6e circonscription de Marseille en tant que candidat soutenu par la majorité présidentielle. Cette année-là, l'OM devient champion de France. Sur cette ouverture du tandem Hérault-Bénédé, Papès jouait et de Prunier et de Boli, puis du droit inscrivait le premier but de la soirée. Les Marseillais attendaient cela depuis 17 ans. On était enterrés. Les bancs de Marseille étaient enterrés. Et moi, en général, je mettais une chaise à côté du souterrain là, pour être à la hauteur. Mais il m'avait piqué la chaise à la mi-temps pour que je puisse plus m'asseoir là, pendant qu'on était au vestiaire. Donc, j'étais pas dans la fosse, j'étais accroupi ou à quatre pattes sur le gazon, à 2 mètres de la ligne, et j'encourageais mes gars qui, bien sûr, étaient... Je crois qu'il y avait 0-0, on était dominés, je crois... Et il était dans l'autre fosse, lui, avec son entraîneur et les joueurs. Et il me criait « Gros con, rentre rentre dans la niche !» Gros con, rentre dans la niche. Bon, ça m'a amusé, j'ai pas pris ça pour une insulte, c'était pendant le combat. Hein. Le style Tapie, c'est une autorité forte et un leadership absolu. À Marseille, Tapie est omnipotent et s'occupe de tout. C'est un personnage qui vous met, comme il disait, dans une seringue et qui presse jusqu'au bout, quoi. Vous gagnez un match, vous avez 3 minutes de répit, quoi. 3 minutes, c'est le temps qu'on mettait du banc pour aller au vestiaire. Alors, c'est pas un club ordinaire déjà, et en plus, là, il y a un homme extraordinaire à la tête, quoi. Souvent, les joueurs, ils me les demandaient d'avance. Par exemple, à la fin d'un match où on avait joué au Serre Marseille, il me dit quand est-ce que tu me donnes ton gars qui a les pieds carrés? Alors le gars qui avait les pieds carrés, c'était Basile Boli. Moi, j'ai dit attendez, c'est pas cette année, faites des économies, mettez de l'argent de côté, ça va être très cher et ça sera l'année prochaine. Voilà. On est resté là-dessus. Voilà, un débat. Pour Cantona, c'était plus soudain. Dans l'après-midi, il me dit dites donc, je veux voir votre Cantona ce soir. Vous pouvez venir me chercher à l'aérodrome? Alors, je dis oui. À l'arrivée de l'avion de Bernard Tapie à Branche, à l'aérodrome d'Auxerre, et je l'ai emmené chez Éric Cantona, qui était en train de peindre d'ailleurs. Bon, il lui dit ah bonjour Éric, ça va? Tu es né où toi? Alors Éric dit à Marseille. Alors tu sais où tu vas jouer? Hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on n'aura pas de problème de discussion financière ensemble. Tu sais bien que... Hein? Alors, tu es d'accord? Écoute, on est pressé. Allez, salut, Eric. Et on est reparti. Et il a été à Marseille. Voilà. Le week-end à Marseille, la semaine à Paris. C'est dans ses bureaux de l'avenue de Friedland, près des Champs-Élysées, que Bernard Tapie gère les affaires courantes du club olympien. Bourreau de travail, de jour comme de nuit, accro au téléphone, il exige une disponibilité totale et sans limite de ses collaborateurs. Tapie a vite compris que certaines choses, cela passait par lui-même. Il avait un homme, Lige, qui était sur place, Jean-Pierre Bernès, et lui, il était celui qui décidait de tout, quasiment de tout. Et il a besoin, de par sa personnalité,
de montrer aux autres qu'il sait tout, qu'il décide de tout. Donc pour ça, il faut qu'il ait quand même des éléments et des détails pour paraître crédible. C'est un garçon qui passe sa vie dans son canapé à donner des coups de fil, hein, et à recevoir des gens chez lui. Il ne bouge pas en général. Il fait un peu de sport ou du vélo. Mais j'ai toujours connu, moi, il fallait dans le canapé recevoir du monde et à donner 22 coups de fil en même temps. Il fallait être totalement axé sur son métier 24 heures sur 24 parce qu'au tout début, il pouvait appeler à 1h, 2h ou 3h du matin parce qu'il était venu une idée dans la tête. Un jour, il appelle, c'était le soir, et il téléphone, il a ma femme au téléphone, et ma femme lui dit, il n'est pas là, mon ex-femme, pardon. Et il dit, non, mon mari n'est pas là. Bon, ben, il rappelle plus tard. La femme, elle dit, non, mon mari n'est pas là. Mais lui, il dit, mais où il est? Il dit, il est dans un arbre. Il raccroche, il n'a pas bien compris. Le lendemain, il me voit, je vais à l'entraînement, il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu as raconté à ta femme, toi? Que tu as passé la nuit dans un arbre? Je dis, mais tu es plus fort, il me dit. J'ai dit, mais le plus beau, c'est que c'est vrai. J'étais au sanglier dans un arbre, je chassais. Il n'a jamais cru, mais bon, c'est comme ça. 18 avril 1990. Le but de la main inscrit par l'attaquant angolais Vata Matanou Garcia privera les Marseillais d'une finale de Coupe des clubs champions. Un fait de jeu cruel et insupportable aux yeux de Bernard Tapie, auteur ce soir-là d'une déclaration qui le poursuivra longtemps. Vous savez, il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça ne se reproduira plus jamais. L'été suivant, le président marseillais acquiert l'équipementier sportif Adidas. L'affaire de sa vie, pense-t-il alors. Le groupe allemand, malgré la crise qu'il traverse, est en effet le numéro 1 mondial des articles de sport. À part la naissance de mes enfants et le jour de mon mariage, c'est le plus beau jour de ma vie. Dans cette transaction de grande envergure, il est aussi prévu d'installer l'ex-défenseur allemand Franz Beckenbauer comme entraîneur de l'OM, à la place de Gérard Gilly. Le Kaiser, tout frais champion du monde, est un monument du football et un personnage incontesté. Mais c'est un fiasco. 3 mois plus tard, Raymond Goethals se remplace Beckenbauer. Avec le Belge, l'OM accédera cette fois à la finale de la Grande Coupe d'Europe. Mais les Marseillais s'inclineront au tir au but face aux Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade. Je crois que l'erreur qui a été faite, c'est de, après Milan, après on a mis 4 à Moscou, on a dit ça y est, on est champion d'Europe. Je crois que l'erreur a été là. Ce soir-là, Bernard Tapie ne perd pas pour autant son sens de la mise en scène. On perd la finale et tout, et puis on doit aller, soi-disant, à l'Élysée. Et là, on attend, il appelle, on est au stade, hein, et on a que la femme et des joueurs et tout ça. Et il appelle Mitterrand, genre, passe-moi le présent. Là, il mentait. Et la première chose qu'il dit, il dit, Bas, tu me crois pas, hein. Il a les gens qui l'entourent qui pensent que c'est vrai, mais c'est faux. Bien sûr, il pouvait appeler le président, mais là, c'était du cinéma. Mais toi, tu rentres pas dedans, quoi. Donc, il sait qui va le croire, qui va pas le croire. Quelques jours après la finale, Jean-Pierre Papin annonce en direct à Téléfoot au micro de Dominique Grimaud qu'il souhaite quitter l'OM pour rejoindre l'AC Milan. Une trahison de la part du journaliste de TF1 aux yeux du boss marseillais. L'interview se fait en direct, elle est retransmise sur l'écran géant du stade Vélodrome. Je quitte le car régie, je remonte sur la pelouse du Vélodrome, et là j'entends des Grimaud enculés.
comme si j'avais trahi en quelque sorte l'Olympique de Marseille. Et puis le boss arrive, dégringole de la tribune présidentielle, me met la main sur l'épaule et me dit « Toi, il faut que je te parle ». Et là, on se retrouve direction les vestiaires. À l'époque, il y avait une mâchoire qui était derrière le but, qui se refermait. La mâchoire se referme, et là, je me dis, ça va très mal se passer pour moi. Et ça se passe très mal, mais vraiment très très mal. Il me traite de tous les noms, que je l'ai trahi, que je suis, etc., etc. Je te fais grâce des politesses qu'il m'envoie au visage. Et il me dit, bien évidemment, je te vire du stade Vélodrome, tu es ici chez moi, et jamais plus tu ne reviendras dans ce stade, et tu seras très vite viré de TF1. Il va finir par tenir parole. À TF1, Bernard Tapie est chez lui, et Grimaud en paiera les frais pour une simple interview. Tapie, il n'est pas le seul comme ça. C'est des gens qui ne sont pas habitués à être contrés. Donc si tu t'opposes à lui, c'est des gens assez binaires, hein, ou tu es avec lui ou tu es contre lui. Mais il n'est pas le seul, hein. Je pense que des hommes politiques sont comme ça. Il n'y a pas d'espace pour la nuance. Donc au fond, tu n'es là que pour exécuter. Homme de confiance de François Mitterrand, Bernard Tapie va en parallèle poursuivre son ascension politique. La secrétaire générale de l'Élysée, qui était l'ancienne sous-préfète, Béatrice Marr, sous-préfète de Château-Chinon, me téléphone un jour, et je les connaissais très bien, les gens de Château-Chinon, puisqu'on allait toujours en stage là-bas. Elle me dit, le président Mitterrand m'a chargé d'une mission et vous demande ce que vous pensez, ce que le football pense de Bernard Tapie. Vous donnez des responsabilités énormes parce que vous voulez en faire un ministre. Elle me dit, ah ben, j'ai pas le droit de vous le dire. Bon, ok, d'accord. Et si vous m'appelez. Bon, j'ai dit, donnez-moi 5 minutes. 5 minutes plus tard, je lui dis, prudence. Et le soir, il était ministre. À peine nommé au ministère de la Ville en avril 1992, le président de l'Olympique de Marseille est contraint de démissionner 2 mois plus tard, juste avant d'être mis en examen pour abus de biens sociaux, dans une affaire privée liée à ses entreprises et pour laquelle un non-lieu sera finalement prononcé. Et puis, un soir de printemps 1993, vint la consécration. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, L'OM de Bernard Tapie terrasse le Grand Milan de Berlusconi en finale de la Ligue des Champions et devient le premier club français champion d'Europe. Deschamps l'a bien en main, Bernard Tapie à son tour. La porte à cette Coupe d'Europe. Ce qui me plaisait chez Tapie, c'est qu'il faisait en sorte que tout le monde avait une ambition commune d'être champion. Et ça, c'était exceptionnel, quoi. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait en disant « oui, je parlais à lui ». Le truc, c'est de vous mettre en condition pour être champion, quoi. Dans les bras de son entraîneur. C'est formidable ce qu'on voit. Il a su, avec des mots parfois simples, avec parfois avec une certaine forme de rage, c'est vrai, il était arrivé véritablement à faire comprendre aux joueurs français qu'eux aussi, ils pouvaient gagner et qu'il les amènerait à la victoire, ce qu'il a fait. L'instant est historique, on ne cesse de le répéter. Ça y est, vous l'avez. Plus dire. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Vous l'aviez senti, vous êtes arrivé lundi et vous saviez que votre équipe de Marseille allait la gagner. On a tout fait pour, mais on avait peur de décevoir. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que les gens nous sentaient favoris. On avait tellement peur qu'ils soient déçus. En tout cas, je suis tellement content. C'est sa personnalité qui est fascinante et qui est envoûtante. C'est sa personnalité. Avec un homme comme ça, vous avez l'impression qu'il ne peut rien vous arriver, quoi. C'est un homme dans une vie, on n'en rencontre qu'un comme ça.
Porté en triomphe par ses joueurs, Bernard Tapie incarne la réussite de l'OM. 7 ans après son arrivée à Marseille, le boss a réussi à concrétiser sa folle ambition de dominer l'Europe du football. En imposant constamment son style, inimitable, autoritaire, clivant. Bernard Tapie prenait sa place dans le vestiaire de partout. De partout, c'est ceux qui certaines fois nous dérangeaient par rapport à Raymond Goethals voilà, qui commençait sa tactique où lui arrivait et disait « bon arrête-toi, tu comprends rien » pour essayer de nous faire passer des messages, mais bon, pour certains ça passait pas. Des fois il m'énervait à mourir. Hein. Le mec, non mais il était chiant, mais vraiment, il te bousillait ta concentration, mais en plein mi-temps comme ça, le coach n'avait pas encore fini de parler, il rentrait, il disait « ouais, Dimeco, qu'est-ce que tu fous ?» Il le traitait de tous les noms, quoi. Putain, mais on avait besoin on avait 5 minutes, le temps de nous mettre en place et tout. Moi, j'avais jamais vécu ça. J'ai pris des engueulades avec Guiraud en disant « les mecs, vous êtes dans le trou ». Mais le mec, il te prenait individuellement 2-3 joueurs, il les insultait comme si il était dans la rue, il était à Montreuil ou à Bagnolet, quoi. Attends, le mec, c'était là son eau, quoi. Je crois que davantage que d'être aimé, ou respecté, il était plutôt craint. Parce que Bernard Tapie avait une manière de management qui lui était propre, mais qui avait donné des résultats, il faut le dire. Il avait obtenu des résultats que jamais l'Olympique de Marseille ou un autre club français n'avait obtenu. Donc il avait cette manière de manager, il avait cette manière... au lieu de dire un chat, il disait tout de suite lui sale bête. Tapie, il parle pas bien aux gens. Donc, et je sais qu'il parlait pas forcément bien de temps en temps à ses joueurs. Donc quand on te parle comme ça, soit tu dis « Monsieur Tapie, c'est la dernière fois qu'on me parle comme ça. » Et je m'en vais. Je crois que c'est arrivé une fois avec Pascal Olmeta. Tapie, il parle pas bien aux gens. Donc, et je sais qu'il parlait pas forcément bien de temps en temps à ses joueurs. Donc quand on te parle comme ça, soit tu dis « Monsieur Tapie, c'est la dernière fois qu'on me parle comme ça. » Et je m'en vais. Je crois que c'est arrivé une fois avec Pascal Olmeta. Ben une fois, on était en déplacement, je ne sais plus quel match, ou l'avant-veille, ou 3 jours avant, on avait joué. Ça s'était pas très bien passé. Je me rappelle plus bien si on avait fait match nul. Et comme nous, on était sortis pêcher, chose qui a le droit, avec... il y avait notre ami l'anglais, Chris, on était sortis pêcher. Et puis après, une causerie de match, il est arrivé en insultant tout le monde et en faisant allusion à nous, mais en parlant pas comme il fallait, quoi, sans respect. Et là, je me suis levé, et je lui ai dit devant tout le monde ce que je pensais de lui, et je me suis cassé. Voilà, c'est ceux qui faisaient qu'on ne pouvait pas s'entendre. Il est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais en même temps, et c'est ça qui est le paradoxe chez Tapie, parce que les choses ne sont jamais... comment dire... par exemple, à Furiani, c'est Tapie qui enlève les barrières et qui dit « les gens, il faut les aider », c'est ça. Il y va physiquement. Il est présent, lui. C'est lui qui retire les blessés, parfois, des gens qui sont dans la ferraille. C'est pour ça que c'est un personnage tout à fait paradoxal. Une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer. Les rumeurs se sont développées dès lors que l'affaire a explosé. Dès lors que Glassman balance, là oui, après tu tires sur le fil, quoi. Et t'as l'impression de refaire l'histoire, quoi. Que tout a été acheté. L'Olympique de Marseille. En pleine euphorie du titre de champion d'Europe remporté face à l'AC Milan, les confessions de Jacques Glassman vont déclencher le scandale judiciaire au MVA. Jean-Pierre Bernès, directeur général de l'OM, un joueur marseillais et 2 Valenciennois sont mis en examen pour corruption active et passive.
2 semaines plus tard, le 23 juin, Bernard Tapie rencontre à sa demande le procureur Éric de Montgolfier à Valenciennes. Une démarche étonnante aux yeux du magistrat. Il venait me convaincre ou essayer de me convaincre. J'ai pu écouter calmement. Il y avait dans ma tête le dossier, les éléments qui s'étaient accumulés. Et puis ce grand fauve qui bougeait beaucoup. Ouais, il a beaucoup bougé dans mon bureau. Merci, le bureau était un peu grand, ça lui a permis de faire les 100 pas, de se contraindre. Je le sentais contraint. Les arguments avancés par Bernard Tapie ne convaincront pas. Ils éveilleront au contraire les soupçons du procureur. Le président marseillais, sûr de sa popularité, de ses amitiés haut placées et porté par son ambition politique, s'est semble-t-il imaginé intouchable. On a parlé de, non pas de l'OM, mais de Marseille, dont il se voyait devenir le maire, je crois. Et puis, c'est vrai que je suis d'un naturel un peu taquin, je lui ai dit l'Élysée peut-être. Oui, il n'a pas dit non. Je crois que, oui, il pouvait y songer, hein, dans le panorama politique. Il avait ses chances, honnêtement. Il n'avait pas pu imaginer que cette affaire pouvait le rattraper. Pour lui, c'était, me semble-t-il, hein, c'était pas grand-chose, quoi. Et tout ça s'écraserait avec le temps. Tapie, il pense que ça va toujours passer. Et ça passe pas toujours. Il veut imposer un rapport de force à tout le monde, mais à Montgolfier, ça n'a pas marché, quoi. Progressivement, il s'est avancé. Donc, vous voyez, on part du « j'étais avec le président de la République ». Bon, comprenez quand même quel homme important je suis. Bon, puis manifestement, ça ne prenait pas beaucoup. Donc, il est venu doucement à la flatterie. Comment un homme comme vous, procureur à Valenciennes. Bon, on n'était pas loin du « si je peux faire quelque chose pour vous, je le ferai ». Mais d'autres l'ont fait plus clairement dans ma vie professionnelle. Là, c'était clair aussi, hein, n'exagérons pas. Mais c'était plutôt mignon, j'ai trouvé. Avant de serrer la main de Bernard Tapie, François Mitterrand avait été bien évidemment interrogé par mes confrères sur le feuilleton de l'été, l'affaire Valenciennes-OM. L'occasion pour le chef de l'État de déplorer que le secret de l'instruction ne soit pas assez respecté, ajoutant, je le cite, qu'une plus grande prudence serait nécessaire à propos des multiples déclarations du procureur de Valenciennes. Preuve du statut particulier de Bernard Tapie dans la société française de l'époque, François Mitterrand le défendra publiquement. Interrogé le 14 juillet sur ce qu'est devenu l'affaire Tapie, le chef de l'État ne se contente pas de rappeler les magistrats à l'ordre. Il vante les mérites de son ancien ministre et les qualités de l'OM. Bernard Tapie, je le connaissais très peu avant que Pierre Bérégovoy ne me soumette son nom dans la liste de son gouvernement. Je l'ai accepté. Je n'avais pas de raison d'ailleurs de le refuser. Et il s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. En février 1994, 9 mois après le début de l'affaire, Bernard Tapie est mis en examen pour corruption et subornation de témoins. Un an plus tard, il sera lâché au cours du procès par son bras droit et homme de confiance, Jean-Pierre Bernès. Au sommaire ce soir, Bernès se met à table devant le tribunal correctionnel de Valenciennes. Jean-Pierre Bernès accuse Bernard Tapie d'avoir ordonné la tentative de corruption lors du match Valenciennes-OM. Ambiance explosive en salle d'audience, compte rendu de François Foucard. Bernès, dont on ne sait jusqu'où va sa vérité, termine par un couplet sur le football pris dans une spirale. Et lui, qui n'a pas voulu être le fusible de Tapie, mais protéger le club et Marseille. 2 mois après les aveux de Jean-Pierre Bernès, le verdict tombe. Bonsoir, la justice au rendez-vous de l'actualité. Le 2e tour de l'élection présidentielle est à peine passé que les affaires refont surface. La première d'entre elles concerne Bernard Tapie, condamné cet après-midi à 2 ans de prison, dont 1 ferme. À partir de cette période et pendant longtemps, il a été très méprisé par le football français. J'ai tiré de cette affaire-là, en tout cas, un enseignement.
c'est que Bernard Tapie était dans un milieu où l'aléa jouait, où l'imprévu jouait, mais il voulait les effacer. Pour lui, à quelques jours d'une finale de Coupe d'Europe contre le Milan, il ne voulait pas du tout jouer avec le hasard. Ce qui me choque, c'est que c'est un non-respect du genre, c'est-à-dire est-ce qu'il aime le football? Parce que toute la question est là. Pour l'instant, Bernard Tapie est sur la pente plutôt descendante. L'ex-homme d'affaires a passé la nuit en prison, à la Santé, à Paris, où il s'est présenté hier vers 19h, déjouant tous les pièges des paparazzis qui le guettaient. Il a désormais un matricule et il a été écroué avec le numéro 265 449G dans le quartier réservé aux personnalités. Je pense que y aller, moi je l'ai vu la veille, il a été emmené, là il pleurait carrément. Et je crois que les premiers mois, enfin moi, le premier mois était très difficile. Alors je ne sais pas ce qui se mélangeait, une forme de peut-être de ne pas pouvoir supporter un espace clos, pas quelque chose du type de déshonneur, mais pour lui c'était pas mérité, c'était tellement injuste que voilà. Mais il savait bien que le capital de sympathie resterait intact. La gloire, la fortune, puis la prison et la ruine. En quelques années, Bernard Tapie a presque tout connu et tout perdu. Je compare Bernard, avec toute la tendresse que j'ai pour lui, à une Ferrari qui n'a pas de frein. Donc, il se met dans le cockpit, il appuie sur la pédale et en voiture. Bon, il y a un virage, il s'emplafonne dans le virage, mais il n'y a pas de frein. Alors vous le voyez sortir cabossé, la voiture cabossée, il ressort tout ça, il repart, et puis il attend le prochain virage où il sort cabosse. Alors Bernard, la semaine dernière votre bateau, aujourd'hui votre hôtel particulier, qu'est-ce qui vous reste? Ses hauts et ses bas en ont fait un personnage iconique, dont la marionnette fut l'une des premières grandes figures des Guignols de l'info sur Canal+. Tapie devient nanar, une grande gueule au langage fleuri. Mais attends, sévèrement burné le nanar. Et c'est ça qui me reste, bonhomme. L'essentiel, mon moteur, ce qui m'a toujours fait avancer, la burne. Je crois qu'on dit les. Non, la burne. L'autre est hypothéqué. Dans un monde politique où on se sort du monsieur le ministre, monsieur le député, donc j'en prie madame le député, qu'un mec s'appelle Nanar et parle de lui à la troisième personne, c'est-à-dire Nanar c'est le bar du coin, c'est le vieux diminutif années 60, ça fait un peu tolard aussi, et c'est popu. Le mec s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça pour monter, regardez, je suis comme vous, je suis du peuple, moi. Ça vient de là. Justice dans le cadre de l'affaire des comptes de l'OM. L'immunité parlementaire de Bernard Tapie a été levée hier. Alors, pas trop déçu, Bernard? Alors, il y en a branlé, pourquoi? Quand même, c'est la 4e fois en 6 ans. Justement, c'est comme le pucelage, c'est la première fois que ça fait mal, après on s'habitue. Alors, au bout de 4 fois, je vais pas te jouer la pucelle qui a mis du sang bon pour aller se prendre son premier aller-retour dans le cornet, hein. Ça va, c'est bon, quand c'est composté, c'est composté. Je crois qu'il y avait une rumeur qui croyait qu'il s'était exilé en Belgique. Bon, voilà. Et c'était très tôt au Guignol, et je devais y être, moi, un matin, j'y étais plus tôt, je sais pas, le téléphone sonne, et c'est une époque où il n'y a pas de portable. Mais Tapie, vous savez, il avait un téléphone, comment on appelle ça, satellite, les gros trucs, là, comme ça. Bon. Donc ça faisait un drôle de son, un peu Daft Punk, quoi. Ouais, c'est Bernard Tapie. Bon. À qui je parle, là? Bon, je dis, je suis Jean-François Alain, je suis un des auteurs. Ah, ouais, salut Jean-François. Bon. Et, ouais, alors ce que vous avez dit hier, c'est des conneries. Non, mais attendez, les mecs, je vous adore. Moi, je trouve ça super, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est hyper drôle. Mais dites pas de conneries. Renseignez-vous avant. Puis je voulais lui dire un truc, parce que ça m'avait fait tellement rire. Genre 2 ans avant, ou 1 an avant, j'étais en Martinique. Il y a un bateau qui arrive, un grand bateau, bon. Et là, il y a Bernard Tapie qui sort. Bon. Il y avait un t-shirt Tintin. Alors, il avait déjà un peu de vente, hein, donc le t-shirt était bien rempli. Il y a écrit 1000 sabords dessus, et il était en tongue, et en flottant. Voilà. Je dis, c'est marrant, je vous ai vu, c'est peut-être quelques mois avant d'ailleurs, je vous ai vu, il me dit, t'es con, pourquoi t'es pas venu me voir, on aurait becté ensemble. Voilà. Mais ouais, c'est drôle, quoi. Voilà. Comment il retourne le truc, il téléphone pour m'engueuler, et après, t'es con, on aurait pu becter ensemble. Voilà. Bon. Tapie, voilà. La force de Tapie qui est unique, c'est que tu parles à Jean-Pierre Papin, tu parles à François Mitterrand. C'est très rare, des gens qui arrivent à convaincre des gens aussi différents. Il est sympa, on l'a rendu plus truculent, on a accentué tout, on l'a rendu beaucoup plus vulgaire qu'il n'est en vrai, mais c'est quand même un homme qui recevait Michel Denisot en survêtement dans son hôtel particulier. C'est quand même quelqu'un qui peut, en montrant un meuble, il peut dire ça vaut 2 bolis, ça. Voilà.
Durant les années 2000, Bernard Tapie aura cherché un second souffle et s'est même autorisé un retour à l'OM en 2001, comme directeur sportif. Un passage éphémère et sans relief. Je crois que c'est une autre des erreurs qu'il a commises. Parce que le mythe Tapie était plein. Et on sait que le mythe se banalise quand il descend de son Olympe. Et je crois que Bernard Tapie, en revenant à l'Olympique de Marseille, sans cette fois avoir les moyens qui étaient les siens avant, a joué avec le feu. Il s'est un peu brûlé. J'avais dit, je l'avais vu juste avant, j'avais dit quand il est revenu, je dis Bernard, c'est plus pareil. Avant, c'était toi, patron, c'était tes sous, tu étais décideur. Là, quand il est revenu, il n'était plus décideur, c'était plus son argent. Et le football avait changé. Des années après, alors qu'il s'est définitivement retiré du milieu, Bernard Tapie demeurera un personnage controversé. D'anciens proches, des joueurs marseillais à la retraite ou des adversaires alimenteront la légende Tapie, où se mêlent les plus grandes conquêtes et les méthodes peu scrupuleuses. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont passé pas mal de coups de téléphone à des anciens coéquipiers pour essayer à ce que l'OM puisse avoir plus de facilité à gagner un match. Et ça se fait facilement, les joueurs acceptent facilement dans les autres équipes? Mais à l'OM, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse pression? Énorme pression. De la part de Bernard Tapie? Bien sûr. Moi, je peux vous dire, je suis entraîneur de Marseille. À cette époque-là, il y a des de mes joueurs qui ont été approchés aussi. Si quand dans le couloir d'un vestiaire, on dit à un joueur l'année prochaine, tu es un bon joueur, l'année prochaine, tu vas venir chez nous. Je veux dire, c'est, on va dire, un peu de la manipulation d'avant-match. Mais ça se fait dans les deux sens. Tu as été volé soi-disant 91 et 92 parce que c'est les deux fois où tu finis second. Donc comment tu as été volé? Explique-moi. Mais je te dis que depuis que Tapie a été à l'OM, il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas très nettes. Mais quoi alors? Mais dis-moi. Les preuves, les juges les ont démontrées, les preuves. Mais les preuves où? Pour MVA, et le club était sanctionné. Pour un seul match, arrête de faire semblant à la radio devant tous les auditeurs, d'accord? Mais je fais pas semblant de tout, mais tu peux pas dire... Arrête de nous enfumer, parce que de quoi? tu sais aussi bien que moi de quoi on parle. Non, je sais pas alors de quoi tu parles. es en train de me dire que la corruption de l'OM, c'est juste simplement sur un match, mais arrête de me prendre pour un imbécile quand même. Moi, si je joue avec quelqu'un que je suis persuadé qui me fait marrant, je l'attrape à la fin du match et je lui dis. Ou alors je vais voir le coach, je lui dis, coach, il y a un problème là. Je dis, lui, il joue pas avec nous. Mais bon, c'est pas 20 ans après qu'il faut parler. Moi, ils me font tous rigoler. 20 ans après, on vient raconter des anecdotes, on se fait ci, on fait là. Non, les choses, on les dit de suite, ou alors on ferme sa gueule à vie. Je crois que c'était un match de Coupe d'Europe, c'était à Prague. Je ne suis pas là pour assassiner qui que ce soit, mais il est rentré dans les vestiaires. Je me rappellerai tout le temps comme mon fils rêve de ballon. Il avait le ballon sous le bras. Et puis j'étais à côté de Canto, je crois, et Pardo. Et puis il arrive, il dit « Bon les gars, c'est bon, ce soir on gagne. Je viens de voir les arbitres. » Putain, on s'est regardé, mais ça veut dire quoi? Et là, pour bien se le prendre, on perd. On perd. Et je lui ai dit, voilà, la prochaine fois, tu fermeras ta gueule. Je me souviens d'une histoire pendant le Tour 86. J'étais vraiment inquiet à cause de mes contrôles antidopage parce que Jacques Godet, le directeur du Tour de France, m'avait dit « Fais très attention à tout ce que tu bois et à tout ce que tu manges ». Tu sais, beaucoup de gens veulent que Hinault gagne le Tour. Je ne sais pas pourquoi, ma femme l'a dit à Tapie, et Tapie a dit « Ne t'inquiète pas, je prendrai les échantillons et je les amènerai moi-même au laboratoire. » J'ai dit « Non, certainement pas. » Je pense que c'est le genre de gars qui peut faire cela, arranger une course, arranger un match, pour gagner, oui. Un homme est indissociable des succès et des errements de Bernard Tapie, son ancien bras droit à l'OM, Jean-Pierre Bernès. Pour la première fois depuis de très longues années, l'agent français a accepté de revenir face caméra sur son histoire contrariée avec son ancien patron, dont les liens ont été rompus après l'affaire OMVA. On n'avait pratiquement plus de relations à un moment donné, parce que c'est vrai que bon, cette histoire-là a un peu gâché tout ça, quoi. Ça a été
C'est quelque chose que tous les deux, bien évidemment, on peut regretter qu'on se retrouve tous les deux dans une telle situation. C'était inenvisageable, quoi. Bon, ça a été fait comme ça. J'ai pas envie de revenir, de refaire cette histoire. Elle fait partie de notre parcours. Moi, je l'assume, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce qu'il y a une période où vous lui en avez voulu, ou lui vous en a voulu? Oui, je pense, oui. Je pense qu'à un moment donné, bon, voilà, à un moment donné, quand on est dans une situation comme ça où on n'est pas habitué, bon, si on avait dit Bernard Tapie ou Jean-Pierre Bernès se retrouvaient en prison pour une affaire de football, perso, tout le monde aurait dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça a été le cas. Et à ce moment-là, des fois, bon, voilà, on perd le raisonnement, on en veut à la terre entière, on en veut ça. Mais ça ne me gêne pas et je peux comprendre son ressenti, je pense qu'il peut comprendre le mien. L'important, c'est que tous les deux, on se soit dit ce qu'on devait se dire. C'est arrivé combien de temps après la réconciliation? 4-5 ans après. Le jour où il vous rappelle pour la première fois, quel sentiment ça a créé chez vous? Ça m'a interpellé et j'ai pas hésité d'abord à répondre parce que ça me faisait plaisir de l'entendre. Et je savais qu'à partir du moment où il faisait le premier pas pour me reparler, je savais que ça aurait une suite. Malgré ce qui s'est passé, voilà, il gardera une place très importante dans ma vie. Pendant de très nombreuses années, vous êtes parlé au téléphone, mais si je ne m'abuse, vous ne vous êtes pas vu. Non. Pourquoi? Je ne l'ai pas vu parce que ça s'est fait. Souvent, il me disait de venir quand tu passes à Paris, viens me voir, viens me voir. Et c'est vrai que j'avais toujours une forme d'appréhension de le revoir. Une forme d'appréhension parce que j'avais été marqué par ce qu'on avait vécu. Et j'avais une appréhension, j'avais un ressenti. J'avais peur d'avoir un mal-être, j'avais pas envie, quoi. C'est vrai que j'hésitais, et chaque fois il me disait viens me voir, et j'arrivais pas à aller le voir, je n'arrivais pas à aller le voir. Nous sommes le 3 juillet 2019, vous l'avez revu pour la première fois hier? Oui. Comment c'était? C'est un moment qui restera jamais dans ma mémoire. Et quand je suis parti, je lui ai envoyé un message pour le remercier de l'accueil qu'il m'avait réservé. Que j'espère qu'on refera des rencontres comme ça. Et je lui ai surtout dit qu'avec mon père, c'était l'homme qui avait le plus compté dans ma vie. Et je suis parti du domicile soulagé, vraiment heureux d'avoir passé un moment avec lui, quoi. Parce que c'était des moments touchants, des moments de... Je ne m'imaginais pas pouvoir traverser des moments comme ça encore avec Bernard. C'est la fin d'une situation qui a été un peu tendue et qui se termine bien, quoi. Depuis l'été 2017, Bernard Tapie mène un combat acharné contre la maladie. C'était bien sûr autre qu'une évidence que quand on a su qu'il était malade, de lui porter notre soutien. Nous, les Winners, comme tous les autres groupes, même tous les Marseillais et même tous ceux qui sont arrivés après la victoire de 93 et ceux qui sont actuellement au stade, c'était normal qu'il lui rende hommage. C'est le seul qui a su gagner une Coupe d'Europe en France. Mais c'est notre fierté. Pour tous ceux qui aiment l'OM, Tapie, c'est une légende maintenant. Ils peuvent le mettre en prison malade, il restera une légende. Quand j'ai été le voir, ça m'a fait quelque chose, quoi. De le voir malade, c'est autre chose. On a l'impression que c'est un dinosaure qui s'écroule. Mais qui a un petit œil en disant « T'inquiète pas, je vais me battre contre cette maladie, quoi. » C'est très, très drôle. Dimeco et moi, on va boire un verre et tout. Il est minuit et demi. On prend une photo. Et on lui envoie la photo. On dit bon, je dis bon, il va nous répondre demain. Il était en plein dans ces trucs-là. Et il nous envoie 2 minutes après, il nous envoie un message en disant qu'il est en train de se battre avec cette maladie. Il espère que ça ne sera pas Paris et que ça sera Munich. Ben oui. Putain, on a arrêté de picoler d'un coup, on se dit. Oh. Et ça, c'est un autre mec, il se flingue. Hein.
il a une putain de force. Cette qualité-là, elle n'efface pas tous ses défauts, hein, mais en même temps, elle est à reconnaître vraiment, franchement. Passeport pour le soleil, conduis-nous vers tes merveilles. La terre est loin. De grands défauts, un immense talent. Durant 50 ans, Bernard Tapie s'est affranchi de tous les codes de son époque pour assouvir une ambition dévorante. Personnage contrasté, séducteur, autoritaire. Par ses manières, ses conquêtes et ses dérapages, il aura marqué son temps et l'histoire du sport en France. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Merci déjà d'être là parce qu'il y a un mois et demi, vous m'aviez promis que vous feriez cette interview. Vous avez tenu votre engagement alors que vous traversez des moments difficiles sur le plan de la santé. Vous avez souvent transformé les plateaux de télévision en arènes et je dis ça parce que ça va nous amener vers le sport. Est-ce que vous avez toujours aimé cette idée de ferrailler, de combattre, y compris sur les plateaux de télévision? Non, mais je déteste pas. Mais l'a priori, c'est pas du tout de combattre. A priori, c'est d'être en relation avec des gens qui peuvent vous dire des choses désagréables, qui peuvent ne pas être d'accord avec vous. Ça fait partie du jeu. Mais par contre, je me défile pas si on dépasse les bornes. Quand on domine les échanges, comme ça vous est souvent arrivé, notamment dans les années 80-90, on se sent comment? On se sent puissant, vivant? Est-ce que c'est un sentiment comme quelque part dans le sport quand on gagne? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous dire. Jusqu'à il y a 2 ans, oui, c'est pas vieux, j'ai toujours fait les choses telles que je pensais que je devais les faire. J'avais autour de moi, comme chaque grand président de boîte ou comme ministre, j'avais des gens, mais je ne faisais jamais les choses en fonction de ce que je pensais que les autres allaient penser. Alors, quelquefois, je regrettais de l'avoir fait, après coup, en me disant « Merde, c'est vrai, t'aurais peut-être pas dû », mais souvent, c'était le contraire. Pour la première fois depuis 2 ans, à la suite de ma maladie et des premières émissions de télévision au cours de laquelle j'ai eu à parler de ma maladie, ça a déclenché chez ceux qui étaient malades aussi une telle réaction, pour ne pas dire une telle adhésion, que maintenant, je ne fais qu'en fonction de ce que je pense qui va être traduit par eux. Si j'ai été absent pendant les 2 mois là que vous venez de citer, c'est parce que j'avais pas de bonnes nouvelles à donner et que comme je veux pas leur mentir, j'avais pas envie de paraître devant eux pour leur dire ça va pas bien. Donc maintenant, ça va mieux, donc je reviens dans le cycle de la télé. L'été a été très difficile? Ouais, très dur, très très dur. Bon, voilà, c'est passé. Vous savez, on n'appelle pas ça une longue maladie par hasard. Hein. Donc, il y a des épreuves, ça va bien, bon, voilà. Alors, on va revenir sur le sport, parce que c'était l'objet de notre documentaire. En tant que dirigeant, vous avez gagné dans le cyclisme avec Bernard Hinault et Greg LeMond, vous avez gagné dans le football, vous avez établi un record avec votre bateau de l'époque, le Phocéa. Quel est l'événement, le jour précis, quelque part, qui vous a donné le plus d'émotions? Vous, personnellement? Record de l'Atlantique. C'est pas la victoire avec l'OM en Ligue des Champions? Non, record de l'Atlantique parce que, d'abord, ça faisait 50 ans qu'il tenait ce record. On avait mis beaucoup d'énergie, on avait beaucoup d'envie. On a pris d'énormes risques, mais c'est la loi du sport. Hein. Quand on est en train de tenter de battre un record du monde, eh ben, on prend des risques en allant prendre les trajectoires les plus courtes. Donc c'est ça qui vous m'avez dit, qu'est-ce qui vous a le plus ému? Maintenant, des grandes victoires comme Hinault, alors qu'il était parti de chez Renault parce qu'on le pensait fini, ça m'a fait des choses énormes, comme la Coupe d'Europe, évidemment. Mais vous voyez, c'est à vivre. Je dirais que la Coupe d'Europe a un avantage sur le reste, c'est le nombre de gens que vous avez rendus heureux.
Bon, la Coupe du Monde, le record du monde, c'est moi et mes marins, quoi. Donc, évidemment, c'est moins durable. Sur le coup, c'est énorme. Après coup, non. Après coup, on s'en fout. Bon, on a battu le record du monde, on l'aurait pas battu, ça change pas ma vie. Là, ça changeait ma vie parce que ça a été... Surtout qu'on avait perdu 2 ans avant. Et le paradoxe, c'est qu'on a perdu la finale qu'on aurait dû gagner parce qu'on était plus fort que l'Étoile Rouge. Et je pense franchement que Milan AC était plus fort que nous en 93 et c'est celle-là qu'on a gagnée. Vous êtes arrivé dans le sport, dans le cyclisme, avec la volonté de développer une pédale pour la marque Look. Ça, on l'a un petit peu oublié. Mais justement, cette entrée dans le sport, c'était pour faire du business, pour gagner de l'argent, pour développer votre image ou pour vous faire plaisir? C'est Bernard Hinault qui vient me voir, qui me dit « Je suis viré de chez Renault, j'ai envie de monter une équipe, est-ce que vous seriez d'accord ?» Et je lui pose une question. Parce qu'il venait de se faire opérer du genou. Je lui dis « Mais vous êtes sûr de pouvoir recourir ?» Il me dit « On n'est jamais sûr à 100%, mais j'ai plus d'une chance sur 2. » Et il me dit « Mais si je recours, je regagne. » Et je lui dis « Une chance sur 2 ? Allez, je suis votre homme. » Parce que je trouvais fabuleux. Normalement, à sa place, tout le monde aurait dit « Ouais, je suis sûr. » Lui, non. Il dit « Non. Mais franchement, j'ai de grandes chances. Et si je recours, je regagne. » Mais vous, c'était l'envie... Non, à ce moment-là, il n'est pas question de pédale. C'est après... question... Attends, après, j'achète Look, et cette affaire fait des fixations de ski dans les meilleurs du monde, et on est saisonnier. Il faut que je trouve un produit pour pouvoir compenser la saison où on fait plus de ski. Et quand on regarde une ancienne fixation de ski et une ancienne pédale de vélo avec les lanières, je dis mais merde, c'est la même chose. Donc je demande au bureau d'études pourquoi on ferait pas une pédale. Allez, et on fait la pédale. Je vous signale qu'après on a fait le vélo en carbone et que quand vous regardez les championnats du monde, hein, vous voyez l'équipe d'Allemagne, l'équipe de France, l'équipe de Belgique, qui sont tous sur Look quand même. Alors, je dis ça parce que on a oublié beaucoup de choses sur ce que je faisais en chef d'entreprise. Mais vous aimiez le sport ou le business? Ah ouais, non, j'aime le sport. Moi. J'aime le sport. Et dans le business aussi. Vous savez, faire de sa spécialité, reprendre des boîtes qui sont malades et qui marchent plus, et qu'avant fermeture, tu les reprends pour les redresser, c'est du sport. Hein. Que ce soit Terraillon, Look, la Vie Claire. Attends, la Vie Claire, il y a 25 ans, je vais faire des produits biologiques. Tout le monde m'a regardé comme un demeuré. Donc, qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique? Vous avez vu maintenant 25 ans après? Bon, on va rester dans le sport, parce que si on commence sur ça, il y a eu d'autres polémiques parfois sur comment vous avez procédé. Mais on va rester sur le sport. Dans le documentaire qu'on a fait, on a rencontré Bernard Hinault, on a rencontré Greg LeMond. Il y en a un qui garde un souvenir extraordinaire de vous, l'autre beaucoup moins. Ça vous surprend? Bah oui, parce que je vois pas pourquoi. Alors, j'avais pas d'atome crochu avec LeMond comme j'en avais avec Bernard. D'abord parce qu'il a pas la même mentalité, ensuite parce qu'il était très aigri d'être dans une équipe qui, de toute évidence, je parle des autres coureurs, avait un penchant pour Bernard Hinault. Mais ils se sont mis à son service et ils l'ont gagné. Je rappellerai simplement que la seule épreuve contre la montre que Greg LeMond a battue, au cours de laquelle il a battu Hinault, j'étais derrière LeMond, contrairement à d'habitude, j'étais pas derrière Bernard Hinault. Parce que lui, aujourd'hui, dit que vous avez toujours, en quelque part, privilégié Bernard Hinault, qui était français aussi. Non. Est-ce que c'est vrai? Non, ça, c'est pas vrai. Et c'est tellement pas vrai que la fameuse étape de l'Alpe d'Huez, ils sont en train de se tirer une bourre terrible, et j'arrive et j'interviens contre l'avis de Kochli en disant eh, les gars, je vous fais une proposition. Celui qui gagne demain, il a gagné le Tour. Ils ont réfléchi. Et pourquoi? Je dis parce que ça va être ni l'un ni l'autre si on continue cette bagarre. Donc il faut un leader maintenant. Il n'y a plus grand-chose derrière. Et c'est l'étape du lendemain qui a été décisive. Et qui a été les deux main dans la main en haut de l'Alpe d'Huez. Rappelez-vous. Parce que Greg LeMond avait pris le maillot jaune la veille. Et on a dit que c'était vous qui aviez, entre guillemets, suggéré, forcé les deux garçons à finir ensemble, main dans la main. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous qui avez écrit ça, c'est pas vrai. Le scénario de cette étape? Non, le scénario, il s'est fait en 3 étapes. Première étape, c'est la réunion de la veille. Deuxième étape, il se tire une bourre incroyable. Et dernière étape, je vois que Bernard, il va pas gagner l'Alpe d'Huez. Et Greg, il est comme ça.
Et comme Bernard est très intelligent, je lui dis, Bernard, avec le monde qu'il y a sur l'Alpe d'Huez, faites pas les cons, il faut absolument que tu protèges Greg. Et il me fait signe, et je dis, tant pis, vous arrivez ensemble, il a le maillot jaune, il le garde. Il me dit, allez, l'air de dire, on y va. Et toute la France va croire que Bernard Hinault va tirer Greg LeMond, car Greg reste dans sa roue. Et ils arrivent, ils sont tellement tous les deux contents, parce que Bernard n'a pas été largué par Greg. Greg gagne le Tour de France, et tout naturellement, ils se tiennent la main, et je vous assure que personne ne leur a inventé ce scénario-là. Personne. Mais vous l'avez un peu écrit, la course, puisque vous leur dites, allez-y, mollo. Non, j'ai pas écrit la course, j'ai dit que le meilleur gagne. Et le meilleur gagnera le Tour. C'est-à-dire que le leader de ce soir sera le leader du Tour de France. C'est rigolo parce que le temps passe et puis Bernard Hinault garde un souvenir, voit un autre. Greg LeMond encore un autre. Lui, il considère qu'on l'a un peu forcé à ne pas attaquer alors qu'il était le meilleur ce jour-là. Greg LeMond, lui, dit on m'a empêché d'attaquer parce que alors que j'étais le meilleur à la pédale ce jour-là. Si c'était ça, de vous à moi, si c'était ça, pourquoi je me serais emmerdé à faire tout le truc pour qu'il se... il a gagné le Tour de France cette année-là. Et il était le plus fort. Et c'est le plus fort qui a gagné. Et moi, vivant, vous m'auriez pas fait gagner un des joueurs ou un des coureurs qui n'était pas le plus fort. C'est jamais arrivé. Même parfois, contre l'avis de beaucoup de gens. En football, pareil. À la fin des années 80, vous sembliez intouchable. Plusieurs témoins nous ont dit à quel point vous étiez craint. Vous installiez, selon eux, un rapport de force qui vous était favorable. Est-ce que vous aviez conscience de ce pouvoir que vous aviez sur les autres et de faire un petit peu peur quelque part dans l'échange? Vous n'avez qu'un seul pouvoir sur les sportifs. C'est si ils ont la pression, le sentiment, pour ne pas dire la certitude, que par votre intermédiaire, ils sont meilleurs que sans vous. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout le reste, c'est du baratin. Un sportif, il va à la limite respecter un ancien grand joueur. Parce que un jeune mec qui était jeune quand Zidane était en équipe de France, il l'admire. Donc il y aura cette relation d'admiration. Puis il admire un peu le type qui a le pognon, parce que c'est lui qui le paye. En dehors de ça, le personnage qu'ils vont admirer, c'est celui auprès de qui ils auront l'impression qu'ils vont être meilleurs. Je voudrais vous poser une seule question. Dites-moi quel est le joueur, sur les 50 et quelques qui sont passés par l'OM, qui était meilleur avant de venir à l'OM que quand il est venu. Puis vous réfléchirez, quel est celui qui est devenu encore meilleur en quittant l'OM? Bon, là, ce serait long. Mais peut-être que je dirais c'était aussi bon. Il n'y a pas un qui a perdu en valeur en venant à l'OM ou en étant dans notre équipe cycliste. Pour revenir sur ce rapport de force, dans le film qu'on a réalisé, on a vu Pascal Olmeta. Vous le savez, je vous l'avais dit, qui était dans ce film. Il raconte à quel point il vous arrivait de mal parler aux joueurs, c'est en tout cas son point de vue, et lui dit qu'il a été l'un des rares à vous tenir tête et dans des confrontations viriles, on va dire. C'est tellement vrai qu'il voulait à mort jouer la finale de Milan. En 93. Et c'est Barthès qui l'a joué. Et lui... Voilà, c'est Barthès qui a joué la finale. Et j'avoue que on pouvait avoir des doutes. Barthès était jeune. Faire une finale à un jeune joueur, alors qu'Olmeta est un joueur d'expérience, qui avait l'habitude, et qui, cette année-là, passait de remplaçant à titulaire. Donc voilà. Il vous en veut pour cela, à votre avis? Pour vous, c'est une forme d'aigreur? Mais je ne sais pas pourquoi il m'en veut, mais je m'en fous complètement. C'est pareil avec Cantona. Cantona, c'était une grosse personnalité. C'était un type avec un talent énorme. Et quand il jette son maillot par terre, avant le championnat, je lui dis, tu le porteras plus. Et il s'appelait Cantona. Et si vous voulez que les joueurs respectent le maillot avec un jeune entraîneur qui s'appelait comment? Gérard Gilly, vous pouvez pas tolérer qu'un joueur comme Cantona, parce qu'il est sorti en match amical à la 75e minute, jette son maillot par terre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous aviez conscience d'avoir du pouvoir sur les autres, d'inspirer une certaine crainte à l'époque? Non. Vous affronter, c'était pas simple. C'est pas vrai. Vous en parle de ça. Mais je vous assure que c'est pas vrai. Par contre, il n'y avait jamais d'affrontement. C'est pour ça qu'il dit des conneries. Il n'y avait jamais d'affrontement collectif.
Et moi, ce que je ressens du football comme principale erreur, c'est ces espèces de causeries de toute l'équipe avant match. Ouais, tu sais, hein, ce match-là, faut le gagner. Hein. On va leur montrer qu'on en a dans le pantalon. Les mecs, ils sont comme ça en train de t'écouter. Ça, c'est comme un soufflet que vous sortez du four. Deuxièmement, aucun joueur ne marche aux mêmes choses que l'autre. Il y en a à qui il faut retirer de la pression, à qui il faut dire, mais c'est un sport, c'est du jeu, merde, c'est la fête. Toute ta vie, tu vas te rappeler de cette finale, qu'on la gagne ou qu'on la perde. Fais du spectacle. À d'autres, tu leur dis, dis-moi. Bon, donc, les séances non, c'était pas ma tasse de thé. Mais Basile Boli, qui vous aime beaucoup pour le coup, et nous a dit, parfois il rentrait dans le vestiaire, c'était incroyable, il y avait des internationaux sur le banc, il les insultait comme s'il était à Bagnolet. Non, c'est pas vrai. Je les ai jamais vous insultés. aimez bien, hein? Non, j'étais capable. Attendez, j'étais capable d'être d'une exigence qu'en principe on n'a pas. Mais c'est normal. Vous savez qu'il y a des jeunes à Marseille qui volaient des mobylettes pour s'acheter des billets. Par rapport à ceux-là, pas parce qu'ils volent des mobylettes, mais pour dire à quel point ils étaient passionnés. On peut pas jouer le... Vous savez, quand je suis rentré dans le vélo, les mecs étaient tous sous-payés. Tous. C'est souligné. J'ai tous mis les cyclistes au même niveau que les autres sports, en les payant très largement au-dessus de ce qu'ils gagnaient. Mais la contrepartie, c'est l'exigence. Quand un footballeur vous dit « j'ai tout donné », t'as envie de lui dire « arrête tes conneries ». T'as vu un marathonien, comment il arrive sur la ligne? Va voir les championnats du monde de ski de fond. Regarde quand ils arrivent dans l'air, j'y peux plus respirer. Vous sortez du terrain, bon, un peu fatigué. Mais il faut savoir que le corps humain a des défenses qui sont des alertes, qui vous donnent l'essoufflement, qui vous donnent des douleurs musculaires. Mais ça, c'est la première alerte. Si vous allez au-delà de ça, vous retrouvez une deuxième vitalité. Il faut leur donner l'envie d'y aller. Gérard Gilly, qui vous aime beaucoup aussi, nous a dit « c'est un personnage qui vous met dans une seringue et qui vous presse jusqu'au bout. Il n'y avait pas d'autre vie que le foot, pas d'autre vie que l'équipe. Les coups de fil à 2h du matin, une pression. C'était ça votre méthode ? C'est pas une pression, c'est une exigence. Mais et là, et je suis désolé, vous n'obtiendrez pas de résultat, quelle que soit la composition de votre équipe, si vous n'avez pas cette exigence. C'est impossible. Un joueur qui sort la nuit avant un match, il peut pas faire un match de football. Un mec qui fume en douce des cigarettes ou qui picole, il peut pas. Alors faut qu'il choisisse. Ou il rentre dans un club qui a pas d'exigence, qui a pas d'ambition et qui a pas le salaire. Ou il rentre dans un club qui postule pour être le numéro 1. Et à ce moment-là, vous devez donner l'équivalent de ce que vous attendez de lui. Et les 3/4 du temps après, ils sont contents. Basile, il n'est pas content d'avoir mis le but de la tête sur la finale. D'après vous ? Il fait partie des gens qui vous aiment bien. Hein ? Il fait partie des gens qui vous aiment bien. Non, mais Papin, il a fait une carrière extraordinaire. Quand vous regardez les mecs qui sont passés chez moi, Stochkovic, Waddle, Pelé, Papin, Foller, vous vous rendez compte ? C'est tous des mecs qui étaient là et qui sont contents d'y être venus. Bon, dans notre documentaire, on est allé également à la rencontre de Jean-Pierre Bernès, qui vous avait lâché lors du procès de l'affaire OMVA. Vous lui en avez forcément beaucoup voulu à l'époque. Permettez-moi de vous montrer juste un petit passage. Il raconte vos retrouvailles. Ressenti, j'avais peur d'avoir un mal-être, ça va arriver. J'avais pas envie, quoi. C'est vrai que j'hésitais. Et chaque fois, il me disait viens me voir, et j'arrivais pas à aller le voir. Je n'arrivais pas à aller le voir. Je comprends. Le 3 juillet 2019, vous l'avez reçu pour la première fois hier. Oui. Comment c'était ? C'est un moment qui restera jamais dans ma mémoire. Et quand je suis parti, je lui ai envoyé un message pour le remercier de l'accueil qu'il m'avait réservé. Que j'espère qu'on fera des rencontres comme ça. Et je lui ai surtout dit qu'avec mon père, c'était l'homme qui avait le plus compté dans ma vie. Et je suis parti du domicile soulagé, vraiment heureux d'avoir passé un moment avec lui, quoi, parce que c'était des moments touchants, des moments de...
Je ne m'imaginais pas pouvoir traverser des moments comme ça encore avec Bernard. Il est ému. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Je ne dois au fait que je ne mémorise jamais, et de la part de personne, les choses qui m'ont fait du mal, parce que sinon on accumule, quand on fait autant de choses que moi, on accumule que de l'aigreur, que de la rancœur. Vous savez, des fois ma femme rentre dans le salon chez moi, elle voit des journalistes en train de boire un coup avec moi, qui m'ont massacré. Il y en a 2 du Monde en particulier, qui m'ont massacré pendant tout. Et puis c'est des mecs qui ont du talent, quoi. Je les ai invités un jour, là. Et je m'en fous. Vous savez, la seule chose qui a compté pour moi, c'est qu'un jour, le procureur de la République de Béthune, de Valenciennes, Éric de Montgolfier, dise, dans une émission qui s'appelle Un homme à destin, je regrette. Si c'était à refaire, je ne referais pas la même chose. Parce que c'est lui qui a conduit les débats, c'est lui qui a obtenu les aveux de Bernès, c'est lui qui a manipulé l'intégralité de ce dossier-là, et c'était important qu'un homme de ce niveau-là dise cela. Donc après le reste, je m'en fous, mais vraiment, mais je vous assure, et c'est pour ça que je... Bon, et le voir, Jean-Pierre Bernès, pour vous, est-ce que pour vous, ça représente beaucoup? Mais pour ça lui représente est-ce que pour vous, ça 5 titres de champion de France, non, 5 pour moi. J'ai gagné 5 championnats, j'ai gagné une Coupe d'Europe, j'ai fait 2 finales, j'ai fait 2 demi-finales, ça va. Et on les a fait grâce à Bernès aussi, car il a joué un rôle considérable. Donc vous avez pardonné? Hein? Donc vous avez pardonné? Mais bien sûr, mais il n'y a aucun doute, aucun doute. L'affaire OMVA, elle date de plus de 25 ans, pardon. Mais il n'y a que dans vos têtes qu'elle dure encore, hein. Non, mais il faut Quel vous impact, dire... alors laissez-moi revenir dans le passé, parce que c'est un peu l'objet de ce documentaire. Oui. Quel impact cette affaire, elle a eu sur votre vie? Aucune, sauf de m'envoyer 9 mois en prison. Ça, c'était chiant, parce que c'est dur, hein. Il n'y a pas de surhomme, hein. 9 mois de prison, c'est dur. Mais aucun impact. Aucun. Vous savez, ce qui fait très mal à quelqu'un qui est en prison, je vais vous dire, parce que quand vous les écoutez parler, les prisonniers, il n'y a que des innocents. Mais... On peut vous le dire, là. Oui, oui, pareil. Mais la différence, c'est votre conscience à vous. C'est elle qui vous fait du mal. C'est elle qui vous dit « T'es un con d'avoir donné de l'argent à un mec de Valenciennes pour gagner un match. » D'ailleurs, entre nous soit dit, c'est pas en prison qu'il fallait me mettre. C'est à l'hôpital psychiatrique. Vous voyez? Donc, il faut pas mémoriser ce que vous mémorisez. Vous avez vos qualités, vos défauts, votre manière de concevoir la vie. Moi, j'ai la mienne. Voilà. Moi, Mais pardon, mais j'arrive pas à croire que ça n'a pas eu d'impact, au moins sur votre environnement familial. Votre fille, Sophie, elle avait moins de 10 ans, j'imagine. Mais aucun, ils étaient, parce qu'ils savaient. Leur père est pas un con. D'abord, je vais vous poser une question, moi. Tiens, une seule. Vous connaissez le football depuis longtemps? Un peu. Alors, je vais vous demander. Tiens, je vais vous mettre sur une voie, va. Vous croyez possible, vous, de filer 20 000 balles à un joueur de football et vous le retrouviez plusieurs semaines après dans une enveloppe enterrée dans un jardin? Vous savez pourquoi la communauté européenne, quand j'étais député, a refusé la levée de mon immunité? C'est grâce à un Français qui était pourtant un de mes ennemis politiques, mais qui aimait le football. Et il a dit un truc à la commission qui cherchait à savoir s'ils allaient la lever ou pas. Entre parenthèses, j'ai démissionné de mon mandat pour aller en prison. Si je démissionne pas, j'y vais pas. Seul député à avoir fait ça. Donc, parce que je considérais que non, on peut pas profiter d'un mandat politique pour ne pas subir ce que la justice a décidé. Mais lui, il a dit, vous savez, j'y crois pas à cette histoire. Non pas parce qu'il n'y avait pas les empreintes, parce que dans l'enveloppe, il n'y avait ni celle de Bernès, ni celle du directeur financier, ni les miennes. Je passe là-dessus. Mais, il a dit, vous savez, vous filez 20 000 balles à un joueur de foot, le surlendemain, il est ou chez Alfa Romeo ou chez Porsche, mais pas enterré dans un jardin plusieurs semaines. Voilà. On va pas refaire l'affaire OMVA. Non, mais vous voulez qu'on en parle, j'en parle. Bien sûr, non, mais dans le détail, mais
cette affaire, malheureusement, vous voyez, on en parle 25 ans après, alors c'est dans nos têtes, vous dites, mais est-ce que ça vous fait pas de la peine, vous, que quelque part, ça laissera une trace dans votre... Mais je m'en fous complètement. Il y aura à mon enterrement beaucoup plus de gens qui vont pleurer. Vous savez ça? Il y aura les journalistes qui vont applaudir, mais beaucoup d'autres gens De moins en moins, vous êtes il y aura devenu à la beaucoup mode. de gens qui pleureront parce que ils diront putain, il a quand même fait des trucs ce mec-là. Vous savez, il a fait 10 000 emplois chez des jeunes qui étaient au chômage et sans formation, par exemple. Il a fait construire une 50aine d'entreprises par des jeunes. À l'époque, les start-up, ça n'existait pas. Et puis là, il est en train de parler aux gens qui ont un cancer pour essayer de leur donner le moral en leur expliquant que la seule chose qu'il faut qu'ils gardent, c'est pas de se cacher dans son pieu, c'est d'avoir l'énergie pour que vos défenses immunitaires, elles fassent le poids contre l'agression des cellules cancéreuses. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas le journaliste de l'équipe qui est en train de me parler d'OMVA dont j'ai rien à foutre. C'est le mec qui a trouvé le moyen, grâce à mon intervention, de dire à sa femme, putain, t'as vu Tapi, la forme qu'il a? Voilà. C'est vrai, ça, franchement. Hein? C'est vrai? Ça vous impacte pas du tout? Là encore, récemment, on va pas revenir là-dessus, mais c'est ce que vous dites là. On peut vous croire parce que, encore récemment, il y a eu Fratani, votre ancien bras droit, qui vous a accusé de 1000 mots, vous les avez répondu, vous avez nié. Ça n'a pas d'impact sur vous, aucun. Mais je vais vous dire pourquoi. Regardez, un exemple. Vous me parlez de Fratani. En 2009, Fratani fait un livre de 350 pages dans lequel il explique pourquoi je n'ai rien fait et pourquoi tout ça est un coup monté. Vous n'en avez jamais parlé. Vous l'avez même pas lu. Le directeur financier de l'OM, Monsieur Laroche, il fait un livre de 400 pages dans lequel il explique tout par le moindre détail. Aucun journaliste ne l'a lu. Ça vous a pas intéressé. Donc, comment voulez-vous que votre avis me touche? J'ai même pas donné mon avis, j'ai posé que des questions. Oui, non, mais je m'en fous. Pensez ce que vous voulez. Faut que je me dépêche parce qu'on va dire les coulisses. Si ça vous fait du bien, moi, ça me fait pas de mal. On va dire les coulisses aux gens. D'habitude, on monte les interviews. Là, le deal avec vous, c'est on fait une interview, il n'y a pas de montage. Voilà. Donc il faut que je me dépêche. Mais c'est tout à votre honneur de l'accepter. C'est normal. Rapidement. La chanson, le cinéma, le théâtre, les affaires, le sport, la politique. Est-ce que vous, Bernard Tapie, pour essayer de comprendre ce qui vous est marché, vous aviez besoin de ce tourbillon permanent? Que ça change? Non. Qu'est-ce qui était votre moteur alors? Mon moteur, je vais vous dire, c'est quand vous vivez vos premières années d'existence parce que vous êtes né dans une famille plus que modeste. C'est-à-dire avec 2 pièces, la salle de bain c'est la cuvette, et les toilettes, c'est le seau hygiénique dans lequel papa, maman, mon frère et moi, on fait nos petits besoins. Parce que les toilettes sont... bon. Et d'un coup, en voyant votre père évoluer, quand vous avez 10-12 ans, vous dites « Mais merde, il est vachement intelligent, il est courageux. Pourquoi il est resté manœuvre? Pourquoi il est resté tout petit ?» Et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'on se met, quand on est né tout en bas, des blocages tout naturels, que les autres vous imposent pas. On se les met nous-mêmes. J'ai dit, il faut lever ces interdits-là. Et à partir du moment où je les ai levés, toutes les envies sont arrivées. Parce qu'elles font toutes envie. Alors toutes réussissent pas. Mais j'ai toujours essayé, que ce soit avec des émissions de télévision, que ce soit avec des émissions, que ce soit avec des écoles de formation, que ce soit en ce moment auprès des malades. J'ai toujours essayé de faire profiter à ceux qui étaient nés dans ma condition de suivre l'exemple. Tout le temps, tout le temps. C'était quoi alors? C'était la revanche? Vous aviez besoin de... C'est pas la revanche, c'est l'envie de les servir. Non, vous, par rapport à votre Ah non, moi c'est enfance... pas une revanche. Une revanche de quoi? Mon père était formidable. Vous savez quoi la différence? C'est que mon père a fait son entreprise à la tête de laquelle il a été à 45 ans. Et il est devenu un très bon chef d'entreprise en partant de manœuvre. Il a fait le contraire. Voilà. Bon, faut que je me dépêche parce que je vais avoir des problèmes avec mon patron, moi. J'en ai encore. Non, mais ça fait rien. Vous viendrez à la Provence, si vous voulez. Je veux vous montrer ça. Ah. Pour finir. Encore une bêtise. Non, pas vraiment. C'est Basile Boli. Ah, Basilou. J'étais le voir. Ça m'a fait quelque chose, quoi. De le voir malade, c'est autre chose. On a l'impression que c'est un dinosaure qui s'écroule. Mais qui a un petit œil en disant « T'inquiète pas,
je veux me battre contre cette maladie, quoi. C'est très, très drôle. Dimeco et moi, on va boire un verre et tout, il est minuit et demi, on prend une photo, on prend une photo et on lui envoie la photo, on dit bon, j'ai dit bon, il va nous répondre demain, il était en plein dans ces trucs-là. Et il nous envoie, 2 minutes après, il nous envoie un message en disant qu'il est en train de se battre avec cette maladie, il espère que ce ne sera pas Barry et que ça sera Ménic. Ben oui. On a arrêté de picoler d'un coup, on s'est dit, oh, et ça c'est un autre mec, il se flingue. Il a excuse-moi, il a une putain de force. Cette qualité-là, elle n'efface pas tous ses défauts, mais en même temps, elle est à reconnaître vraiment, franchement. Mais quel défaut, Basile. Ça vous touche? Bien sûr. Et c'est pas bête de prendre Basile en plus, parce que c'était pas celui qui était destiné à être ce qu'a été Waddle ou ce qu'a été Zidane, voilà. Et il est quand même devenu symboliquement le vainqueur de la finale par le but qu'il a marqué. Vous savez. Excusez-moi, est-ce que ça vous touche? Je suis désolé de vous couper, mais est-ce que ça vous touche ce qu'il dit? Évidemment, ça me touche. D'abord parce que ça me fait plaisir qu'il me considère comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous faire comprendre tout le reste du parcours. Quand je dis aux cancéreux, battez-vous, croyez-le, quel que soit le cancer, même le pire, le pancréas, on dit, il y a 10% de chance. Mais il y a 10% de chance. C'est pas 0. Pourquoi ce serait pas toi qui aurais ces 10%? Quand je dis ça, je vous pose cette question. Imaginez que j'ai pas eu le cancer moi-même. Comment j'aurais pu dire ça? Mais les gens malades auraient dit, mais regarde-le, celui-là, ça lui va bien, hein, il est en pleine forme. Vous comprenez ce message? Eh ben, tout le reste de ma vie, ça a été pareil. Je me suis adressé à des gens qui, eux, ont compris mon message parce que je faisais partie des leurs. Et c'est la seule ambition de ma vie, c'est de servir ceux qui n'ont pas eu le même bol, pourquoi pas le même talent, et qui sont pas arrivés à s'élever malgré dans une situation et dans une société de plus en plus dure. Pourquoi elle est de plus en plus dure? Je vous dis ça parce que vous êtes jeune. Moi, j'ai connu une époque où on pouvait être heureux sans fric, fauché. Parce que dans toutes les municipalités populaires, le sport, la musique, le chant, le théâtre, l'école, tout était gratuit. Maintenant, quand vous avez 2 mômes et que vous êtes au SMIC, rien que les 2 téléphones portables que vous allez être obligé de lui acheter, ça vous met en ruine. Donc, il faut pas les lâcher. Voilà. C'est ça mon moteur. Bernard Tapie, de grandes qualités, de grands défauts, est-ce que ça vous convient? Ou même ça? Oui, vous voulez même dire plus de défauts que de qualités. Pourquoi pas? Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Vous avez 44 ans avec la même femme, 4 enfants en pleine forme. Des potes qui m'ont pas lâché même quand ça allait pas bien et qui continuent de pas me lâcher, donc voilà. Merci beaucoup. Et merci à l'équipe quand même. On a fait un grand parcours ensemble. Même si ça n'a pas toujours été rose. Pas toujours. Non, mais ça fait rien. Moi, je me rappelle que l'équipe m'a donné une médaille pour avoir, etc., etc. Eux se rappellent même plus parce qu'ils sont tous morts, ceux-là. Et l'histoire fait partie aussi de ce journal et de cette télévision. Merci beaucoup, Bernard Tapie. Salut.